On a quand même un gros programme. Ce soir, je vous parle de l'Himalaya. Quand même, grosse destination chez Caravanier. On a plusieurs voyages dans cette région du monde. Il y a du stock, disons quand même. C'est une région qui est dense, qui est riche. Il y a énormément de choses à dire. Puis on a quand même une belle expertise aussi dans ce secteur-là. C'est parti. Avant toute chose, je veux juste présenter Caravanier rapidement. Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui connaissaient déjà Caravanier, qui peut-être avaient même déjà voyagé avec nous. Ah, d'ailleurs, je pense que j'ai un sondage à vous faire passer. Je pense que le sondage... Ah, je vous lance un sondage. Comme ça va m'aider aussi. Donc vous allez voir, normalement vous devriez avoir des petites questions à savoir c'est quoi votre projet pour l'Himalaya? Est-ce que c'est pour prochainement ou pour plus tard? Et quelle destination? Donc entre-temps, je peux vous présenter rapidement donc Caravanier en quelques mots. On a été fondé en 98. On est basé à Montréal. On est une petite équipe de 7-8 spécialistes au bureau qui pour la plupart on guide aussi nos destinations. Je vais oublier de me présenter en commençant, mais donc moi je suis Ophélie, ça fait 8 ans que je travaille pour Caravanier et donc je fais partie de l'équipe de spécialistes et de guides. Je suis responsable de nos voyages en Afrique et en Himalaya et j'ai la chance aussi de guider ces destinations. Donc quand vous appelez au bureau, vous allez certainement parler à des personnes qui connaissent très très bien la région, qui ont l'habitude aussi de les guider. Chez Caravanier, on fait tout de A à Z. Donc, on crée nos voyages, on les pense, on les imagine, on les crée, on les travaille, on les vend, on en parle en conférence, puis on les guide aussi, ce qui fait qu'on a vraiment une bonne expertise et une bonne connaissance du début à la fin, en fait, de nos destinations. On travaille avec des équipes solides pour certaines, depuis nos tout débuts, comme pour le Népal, par exemple. On a des voyages quand même très forts, très emblématiques, dont le Népal, puis d'autres qui sont quand même moins connus, mais qui caractérisent beaucoup Caravanier. Et en fait, Caravanier, c'est aussi beaucoup les valeurs en fait qu'on cherche à transmettre, parce que dans tous les voyages qu'on tente de créer, dès le début, la première chose à laquelle on imagine, à laquelle on veut penser, c'est quel sera notre impact? Est-ce que, en tout cas, on va avoir un impact positif dans le pays qu'on va visiter, à travers les villages, les communautés qu'on va croiser pendant nos treks et nos itinéraires? Et ça, c'est vraiment notre première préoccupation, qu'on ait l'impact le plus positif possible et de limiter autant que possible justement notre empreinte et notre impact environnemental parce que bon, on le sait, voyager ça a quand même un coût. Donc à travers ça, on compense toutes nos émissions carbone depuis 2009. On fait partie du mouvement aussi important 1% pour la planète depuis 2018 dans mes souvenirs. Euh, on a le principe sans trace qui est appliqué dans nos voyages. Puis, comme je vous disais, on a vraiment une attention toute particulière dans la conception de nos voyages. Au-delà de l'impact environnemental, il y a tout l'impact social aussi, les conditions de nos équipes, les salaires, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Donc, on reste jamais sur nos acquis non plus. Chaque destination ou itinéraire est voué même à évoluer. On cherche toujours à se questionner, à s'améliorer pour faire en sorte de toujours être le plus à jour possible et cohérent finalement avec les conditions qu'on retrouve aussi à destination. Donc c'est ça, l'idée c'est vraiment de proposer des beaux voyages, le plus beau possible, dans de belles conditions aussi. Et on espère que, en tout cas, si vous choisissez de voyager avec Caravani, c'est aussi pour ces raisons-là et pour ce partage de valeurs-là. Alors, j'arrive avec J'ai cliqué. Pourquoi il vient pas? J'essaie de pas trop cliquer avant que ça déboule toutes mes autres slides. Ah voilà. Je vous présente. En fait, notre histoire en Himalaya remonte à quasiment nos tout débuts. Comme je disais, on a été fondé en 98. Et Babou Shiri Sherpa qu'on voit en photo, en fait, c'est cette personne-là qui nous a permis vraiment d'avoir tout ce lien très très fort avec le Népal en l'occurrence, parce que il est népalais. Et en fait, Babou Chiri, la façon dont ça s'est fait, un fax envoyé, une rencontre à Katmandou, puis la découverte qu'en fait, ce monsieur-là avait le goût de travailler avec nous, c'est parce que lui, il était
expansion dans son métier d'alpiniste à travers les hauts sommets himalayens. Il a grimpé vraiment plusieurs fois l'Everest, dans le sens où il a eu plusieurs records même d'ascension de l'Everest à son époque, des records d'ascension de vitesse, de durée également, parce qu'il a dormi plus de 21 heures, il est resté plus de 21 heures en tout cas au sommet de l'Everest, ce qui a fait vraiment de Babou Shiri Sherpa un alpinisme quand même renommé dans tout le Népal. Malheureusement, il est décédé en 2001, justement sur l'Everest, lors d'une ascension où il guidait, je pense, des voyageurs. Mais ce que ça a gardé en fait entre nous, c'est que pendant ce temps-là, ou en tout cas ce petit court temps où on a travaillé ensemble, on a vraiment pu mettre en place beaucoup de projets, de voyages. Il y a une fondation qui a été créée en l'honneur aussi de Babou Shiri Sherpa. En fait, il était très très impliqué aussi dans sa région et auprès des écoles, des enfants. Donc, il a aussi, grâce à la fondation, créé des écoles qu'on a aidé en fait à subventionner à travers le salaire de professeurs pendant plusieurs années. Et tout ça fait qu'on a vraiment un lien particulier avec la région dans laquelle on marche. Puis aujourd'hui, il y a son frère Tendi, qui a toujours guidé aussi pour nous, puis qui guide encore la plupart de nos itinéraires, entre autres. Puis, et on a toujours un lien très précieux avec notre équipe. Donc ça fait vraiment de nos tout débuts qu'on travaille avec l'équipe. Là, je vous ai mis une photo plus actuelle de notre équipe au Népal. Donc on est toujours très heureux de les voir. On a plusieurs équipes même, que ce soit, parce que là je vous parle du Népal beaucoup, parce que ça a vraiment marqué notre histoire caravanier. Mais évidemment, on a aussi une très belle équipe au Ladakh, parce que l'Himalaya, ce soir, je vais vous parler un peu de nos deux destinations, donc en Inde et au Népal. Alors voilà pour la petite présentation, anecdote. Je regarde rapidement, voir si... Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions ou de chat, donc j'imagine que tout va bien. Alors, un petit point géographique sur l'Himalaya. En fait, tout commence en Afrique. Et là, je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais tout commence en Afrique. Puis il y a plus de 50 millions d'années, en fait, la plaque indienne s'est détachée du continent africain, qui a commencé à migrer pour aller rejoindre et frapper la plaque eurasienne. Ce qui a vraiment comme une collision des deux plaques tectoniques. Puis, en fait, en venant frapper la plaque eurasienne, il y a eu un soulèvement, et c'est de là que finalement a été créée la chaîne himalayenne et qui abrite les plus grands sommets de la planète. Alors, on est chanceux, c'est quand même un beau terrain de jeu d'à peu près 2500 km de long, là, on le voit vraiment. Puis ça traverse plusieurs pays, le Pakistan, l'Inde, la Chine avec le Tibet, le Bhoutan et le Népal, évidemment. Donc ça laisse quand même pas mal d'options de beaux et longs treks. On peut trouver même des sédiments marins quand on est en altitude dans les montagnes, ce qui est quand même assez incroyable et c'est impressionnant, mais on peut trouver des traces de cette époque-là encore à certains endroits. Euh, Après ça, je rentrerai peut-être plus en détail sur les régions là, aussitôt qu'on arrivera en fonction des voyages. Petit panel pour vous montrer un petit peu les différents voyages qu'on offre en Himalaya. C'est sûr que c'est essentiellement au Népal parce que c'est vraiment la destination à laquelle tout le monde pense quand on veut aller marcher en Himalaya. Évidemment, donc là on a 4 voyages dans le fond au Népal. On a la vallée de Tsum qui va être le voyage finalement le plus court et le plus accessible aussi en termes de niveau. Les niveaux et les niveaux d'effort et les niveaux de confort diffèrent un petit peu. Puis ça, je vous encourage vraiment à soit nous appeler si vous avez un doute sur votre niveau. On pourra vraiment passer beaucoup plus de temps à en parler ensemble. Sinon, sur notre site aussi, on a une page qui est quand même bien détaillée. On a vraiment, parce qu'on a notre propre charte. On va pas parler en bottine ou comme on se réfère pas nécessairement à la même charte que d'autres agences. Là, on a vraiment notre charte à nous. Donc, allez regarder peut-être sur notre site, mais sinon, appelez-nous là, ça nous fera vraiment un plaisir d'évaluer votre niveau aussi. Mais donc, Vallée de Tsum va être notre premier voyage le plus accessible et le plus court au Népal, avec un confort tout en lodge. Ensuite, on a la vallée de Tamé, donc par le pays Sherpa. On est dans la région de l'Everest, qui est un voyage assez exigeant. On a la traversée du Kanchenjunga et du Makalu, qui est un voyage également assez exigeant.
et qui lui, je mets une petite note parce que il fait partie de nos étoiles filantes, donc des voyages qui vont pas nécessairement se refaire d'année en année, alors que la vallée de Tsum et le pays Sherpa, ça c'est vraiment des valeurs sûres, des voyages réguliers qu'on offre quand même assez souvent, en tout cas qui reviennent chaque année. La traversée du Kanchenjunga et du Maspalook, ça c'est le genre de voyage où on aime se faire plaisir, on propose quelque chose de plus audacieux, puis ça reviendra peut-être pas tous les ans. On a l'ascension du Mérapik également au Népal. D'ailleurs, on a un départ cet automne. Moi, ce soir, je vais pas vous parler d'alpinisme parce que l'ascension du Mérapik, on touche vraiment plus à la haute montagne, à l'alpinisme. C'est un peu plus technique. Là, je laisserai, encore une fois, c'est dans une autre conférence où on va vraiment parler de nos ascensions, où vous allez avoir un peu plus d'informations sur le Mérapik. Puis ensuite, sinon, en Himalaya indien, eh ben, on a notre trek aux Zanskar, qui est également un nouveau voyage qu'on offre dans la région, qu'on connaît pourtant bien parce que le Ladakh, c'est une région qu'on y va depuis longtemps, mais Zanskar, c'est un tout nouveau trek. Alors voilà, beau programme pour ce soir. Hop. Alors, on y va. En fait, je vais commencer avec l'Inde. Parce que souvent, l'Inde, c'est le voisin qui est oublié. En tout cas, le Ladakh et les Zanskar, c'est pas mal le petit frère qu'on oublie à côté du Népal. Parce que quand on pense à l'Himalaya, souvent, on va penser tout de suite au Népal parce que c'est beaucoup plus accessible. Il y a énormément de possibilités de communication. Mais c'est vrai que l'Inde offre aussi un excellent terrain de jeu. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut y aller à des saisons très différentes. Donc, et également pour peut-être si certaines personnes avaient déjà voyagé au Népal, parce que c'est souvent le cas quand on y va une fois, on a vraiment le goût d'y retourner pour faire d'autres choses également. Le Zanskar vient vraiment compléter notre expérience, notre première expérience au Népal, parce que les paysages sont complètement différents, mais on retrouve une culture quand même assez commune. Et donc, ça en fait vraiment des treks d'exception et très complémentaires. Alors, le trek aux Ascars, c'est ce qu'on appelle. En fait, là, j'ai mis l'image voyage pionnier. C'est quoi un voyage pionnier? En fait, on a plusieurs concepts de voyage. Il y a les voyages, comme je vous disais, réguliers. Et les voyages pionniers, voyages étoiles filantes, tout ça, c'est des noms qu'on associe parfois à certains voyages. Là, en l'occurrence, ce voyage-là, c'est parce que c'est une première fois. C'est un peu l'énergie des premières fois. Comme je disais, on a quand même une bonne expertise au Ladakh. On y est allé vraiment pendant plusieurs dizaines d'années à faire notre fameux voyage du Ladakh au Spiti, où c'était une magnifique traversée. Sauf que ce territoire qui a longtemps été isolé, en fait, il devient de plus en plus quadrillé par les routes. Et ce qui donne un peu moins d'attrait dans les treks. Alors, on a vraiment eu la volonté de ressortir les cartes, de travailler avec l'équipe locale pour proposer un nouvel itinéraire beaucoup plus isolé, beaucoup plus, qui nous ressemble beaucoup plus en fait aussi. Et définitivement, le Zanskar était de loin la région qu'on voulait visiter et qui offrait tout ça. Et en fait, voyage pionnier, parce que ça va être la première fois qu'on va vraiment inaugurer ce trek. On le fait toujours avec la même équipe de confiance sur place, mais ça va être une grande première. Il va être voué certainement à revenir d'année en année. On va certainement le peaufiner peut-être, avoir évidemment une meilleure expertise aussi sur l'itinéraire après l'avoir fait une première fois. Mais donc, c'est ça l'idée d'un voyage pionnier. Le Ladakh, juste pour vous situer un petit peu, là, j'aime bien cette petite carte-là, mais on est vraiment au nord de l'Inde, en fait, à la frontière avec le Pakistan et avec la Chine, le Tibet. Et ça fait vraiment un territoire autonome. Ça a longtemps été un royaume aussi indépendant qui a ensuite été annexé, puis complètement intégré à l'Inde depuis, qui fait partie de l'État du Jammu-Cachemire. Et en fait, peut-être que j'aurais pu rester sur mon autre carte. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est que pendant le Ladakh, c'est comme une continuité. Je vais juste la remettre parce que je l'aime bien quand même. C'est une continuité du Tibet, culturellement, géographiquement, même religieusement. Ils ont toujours eu des liens très 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 forts. Ce qui fait que le Ladakh est même considéré souvent ou appelé le petit Tibet, parce que c'est vraiment une continuité géographique du Tibet. Le Tibet, depuis que ça a été annexé dans les années 50 par la Chine, les frontières sont vraiment fermées, puis il y a beaucoup moins de passages, d'échanges que ce que ça a pu l'être à une certaine époque. Mais même là, au niveau de la langue, il y a énormément d'influence
dans la continuité. Donc ça fait vraiment un environnement très intéressant. Comme je disais aussi, on est dans la région du Jammu-Cachemire. Alors c'est sûr que les frontières sont un peu poreuses, puis il peut y avoir quelques tensions et conflits depuis des années entre le Cachemire et le Pakistan. Ça reste que le Ladakh, qui est quand même une région qui est quand même assez isolée, puis ils ont vraiment leur propre identité. Là, on est dans une région a une tendance musulmane quand même très forte, mais au Ladakh, aux Zanskar, on est vraiment majoritairement bouddhiste. Donc, et puis je veux dire, ils vivent les uns et les autres complètement en, je veux dire, en totale harmonie depuis vraiment très très longtemps, parce qu'en fait, le Ladakh a toujours été une zone de confluence, d'échange. Il y avait la route de la soie qui est pas très loin, qui passait un peu plus au nord. Donc, ce qui fait que les deux religions euh, commerçaient, vivaient vraiment très très bien les uns avec les autres. Donc, on retrouve très facilement des mosquées, des temples bouddhistes un peu partout dans la région et sans vraiment aucun problème. Là, la petite carte, ici, bon, je m'excuse, là, c'est pas le rendu que je voulais, mais c'était juste pour vous donner une idée sur notre trek. En fait, quand on est là, on va vraiment le Zanskar, on va aller un petit peu plus au sud, qui est vraiment, ouais, c'est ici, c'est notre point d'entrée, finalement, au Ladakh. Puis là, je vais passer pour vous montrer un peu plus de photos. Leh, c'est une ville qui est située à 3 500 mètres. Donc, c'est quand même assez haut, là, quand on arrive à Leh. Ce qui fait qu'on prend quand même le temps de se déposer. Dans tous nos voyages, hein, on a quand même toujours le même soin quand même qu'on apporte à l'acclimatation puis à la progression. C'est sûr que, comme au Pérou, quand on arrive à Cusco, là, on passe toujours plusieurs journées dans la vallée sacrée avant de vraiment débuter notre trek. Bah là, c'est le même principe quand on arrive à aller, étant donné qu'on arrive quand même très haut. On va passer 4 5 jours dans la vallée de l'Indus, qui est traversée en fait par le fleuve de l'Indus qui continue en fait vers le Pakistan. Donc ça en fait une zone quand même très très intéressante, très importante dans la région. C'est un petit peu le cœur de la région parce que en fait c'est comme plein de d'oasis. De verdure et dans cet environnement très très minéral, il y a énormément de monastères. Déjà il y a le palais royal de Leh qu'on peut visiter. Il y a beaucoup de monastères très importants, très anciens aussi dans la région. On peut assister à plusieurs cérémonies, ce qui en fait vraiment un voyage hyper complet, puis une première introduction justement au bouddhisme tibétain. Il y a plusieurs écoles du bouddhisme qui sont représentées, que ce soit les Gelugpa, les Nyingmapa, souvent on va les appeler les bonnets jaunes, les bonnets rouges. Donc il y a quand même un volet culturel qui est très fort dès le début de votre arrivée, et donc ce qui nous permet quand même d'être en action, mais assez tranquillement avant de rejoindre par la route donc la belle vallée du Zanskar. Donc le genre de paysage qu'on peut retrouver assez facilement. Puis le Zanskar, ça a longtemps été un royaume complètement isolé. Vraiment pendant longtemps, où la plupart des villages étaient tellement loin qu'on pouvait les rejoindre souvent grâce à la rivière aussi. Par exemple, l'hiver, les rivières gelées comme le Tchadar, assez mythiques, pouvaient justement se traverser de cette façon pour rejoindre les contrées les plus lointaines. C'est sûr que depuis, bon, encore une fois, les routes se sont construites, donc il y a de moins en moins d'endroits comme ça aussi isolés. Mais il y a encore une portion de cette vallée-là qui reste très en marge justement du développement des routes. Ce qui fait que on va vraiment aller découvrir ces petits recoins. Donc là, dans le fond, on va commencer notre trek depuis Fouktal. Fouktal, c'est ça. C'est ce magnifique monastère troglodyte complètement encastré dans la roche qui est incroyable et qui se rejoint seulement à pied. Donc quand je dis que ça commence là, en fait, ça commence un jour avant. Mais on va rejoindre notre entrée en matière dans le trek va vraiment commencer à Fouktal, ce qui est vraiment magnifique. Puis là, c'est ça, j'avais d'autres photos aussi du monastère. Avant de partir pour un 15-16 jours de marche consécutifs, où là, on part dans des environnements isolés. Tout au long, on est accompagné par des mules de soutien là pour porter toute la logistique. On peut croiser sur le chemin des kiangs qui sont en fait des chevaux sauvages qu'on peut retrouver beaucoup dans la région.
Et là, on est vraiment l'esprit de ce voyage, c'est les grands espaces. On est tellement dans un environnement isolé, puis c'est vraiment comme des grandes steppes, des grands plateaux comme ça d'altitude qu'on retrouve, qui quand même entourés par des belles montagnes d'à peu près 5000, 6000, voire qui frôlent les 7000 mètres là dans la région. Donc, ce qui fait quand même des très 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 belles, de très belles perspectives, disons. On est quand même sur un voyage exigeant, forcément, parce que ça reste un voyage quand même assez long de marche. On a plusieurs cols à passer tout au long du trek. Là, c'était justement l'ambiance un petit peu des campements. On va être en tente tout le long. Donc, on a énormément de liberté aussi sur ce voyage. Puis c'est ça qui est le fun, c'est parce qu'on n'est vraiment pas pris avec je veux dire, des campements là. On y va vraiment en fonction aussi de notre rythme. On peut très bien s'ajuster, que ça soit la météo aussi. Ça reste tout à fait envisageable. Et donc, ça reste somme toute très, très confortable là dans ce qu'on offre. Donc, on s'occupe de toutes les tentes, tout le matériel commun, etc. Puis pour ceux pour qui ça serait la première fois, là, on a toujours une belle liste de matériel aussi qu'on fournit pour chacun des voyages qui vous permet de savoir exactement quoi apporter. Puis on fait des rencontres pré-départ, etc., etc. Mais donc là, ça vous donne quand même une bonne idée de l'esprit en fait de ce voyage, de ces campements-là où on est complètement en itinérance. On peut traverser parfois des villages complètement isolés, perdus au milieu de nulle part, dans lesquels on va pouvoir dormir aussi, puis se trouver un petit coin pour camper. Et parfois, on va être dans des grandes étendues comme ça, sauvages. Comme je vous disais, on a plusieurs cols à passer aussi de 5000 mètres. Sur cet itinéraire, donc ce qui nous laisse quand même avoir un beau petit défi. Et on a aussi des belles rivières parce que c'est vraiment, on passe vraiment d'un versant à l'autre, d'une vallée à l'autre. Donc on a des rivières à passer. On pourrait croire que il fait froid, mais pas tant que ça, parce que le Ladakh, même si on est quand même toujours à très haut en altitude, là, on commence à 3005, mais le trek va toujours se passer entre 4000 et 5000, 5002 à peu près. Mais ça reste qu'on y va l'été. Parce que l'avantage du Ladakh aussi, et qui vient vraiment compléter les voyages au Népal, c'est que l'été, la mousson est de l'autre côté de l'Himalaya, de la chaîne himalayenne. Ce qui fait que le Ladakh n'est pas impacté par par la mousson. Donc ça en fait des très beaux mois pour aller randonner. Notre itinéraire là aux Anscars, c'est en septembre, c'est début septembre. Donc c'est vraiment la très belle période. Alors la journée, il peut faire vraiment très agréable, même voire chaud. C'est sûr que les rivières, on est dans des rivières, en tout cas de sources glaciaires là, donc il peut faire, elles sont plus fraîches, mais c'est pas non plus si terrible. Ça se fait quand même relativement bien. Euh, Ça, à savoir qu'au niveau de la mousson, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, même les champs, parce que parfois on arrive dans des petites oasis là, de verdure, bon là un petit peu moins, mais c'est surtout sur le bord de l'Indus, où on va vraiment avoir des pleins de champs d'orge, de blé, de riz. Puis ça va être très verdoyant, des amandiers. Il y a vraiment beaucoup de verdure, d'agriculture quand on va être les premiers jours là dans la vallée de l'Indus. Et en fait, la façon, ils ont vraiment un système d'irrigation qui est assez unique. Mais l'eau qui vient irriguer tous ces champs-là vient surtout de la fonte des glaciers, plus que finalement d'une mousson ou d'une pluie. Donc c'est vraiment la fonte des glaciers au printemps et à l'été qui va venir irriguer tous les champs de la vallée. En fait, l'idée de notre trek, là, quand on part justement de Phuket, c'est comme une longue traversée qui va nous permettre de rejoindre notre point final, c'est le lac Somoriri, qui est un des lacs les plus sacrés qu'on peut retrouver dans cette région-là. C'est un lac salé et c'est un magnifique lac glaciaire d'altitude là, avec une eau, comme on peut le voir, on se croirait presque au bord de la mer. Donc, c'est vraiment magnifique de terminer ici. Il y a également un monastère qui est sur le bord du lac, là, qui nous permet d'avoir une vue vraiment extraordinaire. Donc, c'est comme notre quête. Quand on part en début de trek, ben, on a vraiment, on sait dans notre itinéraire, on a un point final. Puis notre point final, ben, c'est le lac Tsumoriri, là où on termine avant de retourner à Lé pour la fin de notre voyage. Donc, c'est ce qui conclut nos 15 jours de marche. Alors, en tout cas, si ça a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu plus de détails ou encore une fois à nous appeler. Là, c'est vrai que je l'avais pas mis dans nos petites encadrées là sur notre trek en Himalaya, mais ça, c'est un voyage
Dans le fond, ça va être plus pour 2027, parce que 2026, là, c'est déjà passé. Mais je vous en parle quand même rapidement, parce que c'est un petit voyage que je trouve vraiment le fun, là, si vous voulez justement aller en Himalaya l'hiver et avoir un voyage qui est peut-être un petit peu plus court, plus accessible, mais avec une touche culturelle vraiment plus importante. Celui-là, moi, je le trouve incroyable parce qu'il est vraiment calé. C'est pour ça que là, pour l'instant, j'ai même pas encore les dates 2027 parce que l'idée, c'est vraiment un trek où on va marcher de village en village et on va rejoindre deux festivals qui se donnent dans la vallée, qui sont très importants. Puis souvent, c'est l'hiver entre février et mars. Mais bon, j'attends d'avoir les dates des festivals pour pouvoir sortir notre date. Mais ce qui fait qu'on est aussi allé pour notre point d'arrivée et de départ. Euh, et ensuite, on va dans la vallée de Shan, qui est un petit peu plus ici dans ce coin-là, pour faire un premier trek de 3 jours. Encore une fois, on marche de village en village. Sur ce voyage-là, on va dormir que dans des petits lodges chez l'habitant, là, quand même assez rustique, assez sommaire, mais quand même chaleureux. On a toujours un petit foyer, un poêle à bois. On a ce qu'il faut quand même pour ajouter un peu de confort lors des soirées. Mais puis dans la vallée, c'est quand même aussi pas mal plus agréable. Donc, premier trek de 3 jours sans grande difficulté, mais qui nous permet d'avoir une première approche, une première immersion, et évidemment de pouvoir aller découvrir des monastères vraiment magnifiques comme le Lamayuru, Alchi, qui est un des plus anciens aussi dans la région, avant de rejoindre la vallée de Marca. Et là, la vallée de Marca, c'est là où on va y passer un petit peu plus de temps, parce que c'est dans cette vallée-là que on a les deux beaux festivals qui vont se donner. Dans c'est ça, dans les villages de Stock, par exemple, là, on voit vraiment euh, des processions, des danses en fait qui sont quand même vraiment très emblématiques dans les processions bouddhistes. En fait, c'est souvent des masques, on dirait, qui font peur, mais en fait, c'est plus pour, c'est des prédictions, c'est des moines qui vont participer et qui animent en fait ces festivités-là. Et en fait, ils rentrent comme dans une transe et c'est là qu'ils vont donner des prédictions. Puis souvent, c'est justement les masques, c'est pour pouvoir faire fuir les mauvais esprits. Alors, il y a comme tout un volet quand même qui est hyper intéressant, culturel, qui ramène énormément de monde dans la région. Et donc, on a la chance de pouvoir y participer aussi. Au-delà du volet culturel, évidemment, il y a les montagnes. Le fait d'y aller l'hiver, ça donne quand même des paysages qui sont franchement spectaculaires et assez féeriques. C'est sûr que ça prendra un petit équipement particulier. On est comme dans la vallée là toujours entre 3005 et 3008, mais quand on va être en trek, parfois on a quand même des cols à passer à 4007, 4800 mètres. Donc on a quand même malgré tout des beaux petits défis la journée. Mais encore une fois, le soir, on retrouve la chaleur de nos petits hébergements et les villages qu'on traverse également. Donc ça en fait en tout cas une belle idée pour un petit peu plus tard si vous voulez aller en hiver en Himalaya. J'arrive au Népal. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Je ne sais pas s'il y avait Non, je vois pas de questions. J'essaie de mettre ça ici si jamais il y en a. Hop. Pour le Népal. Donc là, c'est parfait. J'y vais avec la suite. Hop. Alors, attendez, j'essaie de mettre l'autre slide. Ce sera pas long. Voilà. Là, normalement, vous voyez nos différents itinéraires, juste pour vous les situer un petit peu sur une carte. Dans le fond, au Népal, comme pour le Ladakh, on arrive à Leh, on repart de Leh. Là, c'est Katmandou, notre point d'arrivée et de départ pour tous nos voyages. Il y a la petite ville de Bhaktapur en fait qui est à côté, parce que ce qu'on aime bien aussi, c'est pas tout à fait arriver à Katmandou. On vous amène à Bhaktapur, qui est vraiment une des trois anciennes cités royales, impériales qu'on avait dans la région, parce qu'encore une fois, le Népal était un royaume il y avait plusieurs royaumes au sein même du pays. Et Bhaktapur faisait partie aussi des cités impériales avec Katmandou et Patan. Donc, on découvre la vallée de Katmandou. On a notre voyage dans la vallée de Tsum qui est ici, qui est à l'ombre du Manaslu. On est dans la région de l'Everest pour notre voyage dans la vallée Tamé, le Merapi qui se trouve par ici, et notre région du Kanchenjunga Makalu. Là, on est vraiment tout à l'est du Népal. Un petit mot parce que comme je vous le disais, au Népal, on a vraiment une grande expertise. Puis
On a souvent fait des voyages qu'on appelle étoiles filantes, parce que c'est vraiment un territoire dans lequel on pouvait s'amuser à proposer des voyages complètement flyés, très audacieux, très ambitieux, qui nous demandaient parfois de partir vraiment plus longtemps, ou parce que justement c'était soit des ascensions ou des traversées qui étaient très exigeantes, ou avec une logistique beaucoup plus complexe. Et donc, ces voyages-là, souvent, étoiles filantes, c'est parce que c'est comme dans le ciel, là, ça passe une fois, puis après, ça disparaît, on le voit plus. Donc, c'était vraiment des voyages qu'on affectionnait beaucoup et qu'on fait. On en a fait d'autres, là, pas qu'au Népal, évidemment. Mais c'est un concept de voyage qu'on aime beaucoup parce que ça nous permet d'être très créatifs en tant que guide, là, de pouvoir s'amuser aussi à proposer ce genre de voyage. Puis pour les personnes les plus aventureuses, ben, de nous suivre un peu dans cette folie-là. Donc là, c'était juste des petits exemples de nos voyages étoiles filantes qu'on a pu faire dans le passé. Et cette année, notre étoile filante, bah, c'est la traversée du Kanchenjunga au Makalu. Et ça va se passer donc en novembre prochain. Pourquoi ça va être un voyage étoile filante? Parce que justement, c'est un voyage quand même assez long, on parle de 26 jours, puis à peu près donc 15-16 jours de marche également. Et c'est surtout la région. Comme vous l'avez vu là, c'est vraiment tout à l'est du Népal, ce qui fait que c'est quand même super isolé, puis on traverse deux parcs nationaux quand même assez importants. On va commencer dans le parc national du Kanchenjunga, qui est le troisième sommet du Népal, à 8500 mètres à peu près, et quelques. Et on va aller rejoindre le parc national du Makalu Barun, qui est donc le Makalu, attendez, je vous ai dit quoi? Le Kanchenjunga troisième, Makalu cinquième sommet, à 8400 mètres à peu près. Donc, c'est quand même deux gros 8000 super importants dans la région, mais surtout qui sont nichés dans des parcs nationaux magnifiques. Donc, pour les rejoindre, c'est loin. Ça prend vraiment du temps là, autant des vols internes que des transferts en auto, évidemment, à l'aller comme au retour. Les deux parcs nationaux, vous êtes accompagnés par une grande équipe aussi locale, autant de porteurs sur tout cet itinéraire. Donc ça, c'est vraiment, ça en fait un super itinéraire, mais qu'on va faire qu'une seule fois. Alors, on a donc ici Katmandou. Là, je vous avais mis juste une petite photo justement du trek là, pour vous montrer un petit peu jusqu'où on va là quand on est justement du Kanchenjunga puis qu'on rejoint. Et on a surtout le Lumba Sumba qui va être un peu le point culminant de notre voyage parce que c'est un col absolument magnifique. Et l'autre chose aussi qui fait que cette région-là, ben, on l'aime beaucoup, c'est parce que au Népal, il y a énormément de possibilités de trek, mais souvent les gens vont se ramasser toujours dans les mêmes régions. Donc souvent dans la région de l'Everest, la région des Annapurna, du Manaslu, ça va vraiment être les grandes régions les plus fréquentées. Puis comme partout en Himalaya, bah, la fréquentation puis le développement des routes devient de plus en plus problématique. Parce que bah, ça dénature évidemment le paysage, il y a de moins en moins en tout cas, on se sent, je trouve, de moins en moins isolé. Il y a énormément de lodges qui sont construits aussi. Donc, bref, ça fait qu'il y a comme une accumulation de tourisme dans ces régions-là. Alors que, justement, quand on va plus à l'est, là, le Makalu et le Kanchenjunga, ben, c'est vraiment complètement en marge. C'est encore préservé de ce développement-là. Pour combien de temps, je sais pas, ça va pas durer éternellement, c'est sûr. Mais en tout cas, si aujourd'hui on cherche à vraiment vivre un voyage un peu plus isolé, beaucoup plus en marge des sentiers très fréquentés, c'est définitivement là qu'il faut aller parce que clairement, c'est une grosse différence. Une des grandes, je trouve, en tout cas pour un premier trek, qui pourrait être aussi, bah, pour un premier trek en altitude, mais pour des personnes quand même en forme et qui cherchent un niveau quand même assez soutenu, exigeant, c'est un superbe itinéraire parce qu'il est quand même très complet. On est dans des basses vallées, ce qui nous fait passer par quand même des forêts alpines, voire des forêts humides, pluviales. On peut passer par justement des rivières, plusieurs villages, des monastères. Bref, ça reste quand même très complet dans cet esprit-là, à savoir que dans cette région du Népal, on est plus en contact avec des ethnies Limbu, Rai et Sherpa également. Donc ça en fait quand même une richesse culturelle super intéressante. On a évidemment des hauts sommets, le volet haute montagne est très représenté parce que mine de rien, on va aller rejoindre le camp de base du Kanchenjunga qui est à plus de 5100 mètres. On a le fameux col du Lumba Sumba qui était vraiment un point de transit justement de commerce et d'échange
mais qui est resté complètement fréquenté, qui s'est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça finalement au tourisme, et donc qui est aussi à 5100 mètres à peu près, donc qui va quand même être un beau défi, et qui va nous permettre d'avoir des vues assez incroyables. Donc très varié, très très varié comme trek. Encore une fois, les petits villages qu'on peut croiser sur le chemin, avec des architectures quand même très typiques. Voilà, c'est pas vraiment une cabane de village, mais plus de maisons d'altitude là pour le mettre en tout cas pour l'héberger. Quand on est en montagne, bah là c'est clair qu'on est vraiment complètement isolé. On va dormir en camping tout au long de cet itinéraire. Donc on a toute la logistique de soutien aussi évidemment avec nous. Là, c'est vraiment un choix aussi dans nos itinéraires au Népal parce que la facilité va souvent vers les lodges. Il y a tellement de lodges. Là, c'est sûr qu'on pourrait faire cet itinéraire-là en lodge aussi si on le voulait, mais on a préféré vraiment avoir la liberté du camping pour pouvoir dormir où on veut. Donc oui, c'est une logistique un peu plus lourde, ça prend beaucoup de monde de soutien aussi dans nos équipes, mais on a toute la liberté en fait de pouvoir dormir où on veut, puis ça c'est magnifique. On a donc le fameux col, bah ça c'est une bonne image, ça qui montre justement le col du Lumba Sumba à 5000 et quelques. Juste regarder. On a, attendez, hop, pourquoi j'arrive pas à passer à la prochaine? Ça, par exemple, le Makalu, quand on arrive. Donc, quand on arrive au col du Lumba Sumba aussi, là, c'est vraiment, en tout cas, si c'est dégagé, on a vraiment une vue incroyable, autant sur le Kanchenjunga, sur le Makalu, peut-être même sur l'Everest, si on est chanceux, là, par temps vraiment très clair, on pourrait le voir au loin, mais ça, faut vraiment qu'on soit chanceux sur la météo, mais tout ça pour dire que puis après, sur énormément d'autres 7000 et 6000 qu'il faut pas sous-estimer dans la région, là. Il y en a vraiment beaucoup, puis c'est magnifique. Donc, c'est ça. Je voyais qu'il y avait une question sur les kilomètres rapidement, mais alors, c'est difficile de parler en kilomètres. Nous, dans nos itinéraires, on n'aime pas tant donner un ordre de kilomètres, mais plus d'heures de marche. Parce que je trouve que c'est plus représentatif, d'autant plus quand c'est un voyage en altitude. Parce que c'est ça, on pourrait très bien marcher que 8 kilomètres par jour, mais si vous faites une ascension de 500, 600, 700 mètres de dénivelé positif à 5000 mètres, c'est pas du tout la même allure, puis c'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'entraînement non plus. Euh, on a en moyenne des marches quand même de 6-7 heures de marche par jour. Entre 5, 6, 7 heures de marche par jour. Parfois un petit peu plus pour des journées où justement on doit passer d'école, on va partir peut-être un petit peu plus tôt le matin. Ça peut être des journées plus exigeantes, mais disons que souvent la moyenne d'heures de marche va être autour de 5, 6, 7 heures. Ça va être pas mal ça. Alors voilà pour le voyage, notre voyage étoile filante. Là, je vais passer un petit peu plus de temps là pour vous présenter aussi nos deux autres voyages qui sont des voyages vraiment un peu signature là, caravaniers. Je trouve qu'ils nous représentent beaucoup, qu'on a peaufiné au fil des années, qu'on a vraiment travaillé pour les rendre le plus, en tout cas, pour toujours les réajuster, pour les faire les plus à jour possible, pour nous faire triper là, parce que pendant longtemps, on a été aussi sur le camp de base de l'Everest. Puis ça a vraiment été, quand arrive le moment où un guide prend plus de plaisir, quand il guide parce que justement, soit il y a trop de monde, soit la gestion justement des sentiers, des hébergements est vraiment pas, nous correspond pas, on préfère l'arrêter, puis justement aller se promener ailleurs, dans une autre vallée et créer un autre itinéraire. Puis c'est ce qu'on a vraiment fait avec ces deux autres itinéraires que je vais vous présenter. Là, je vois qu'il y a des questions sur l'altitude. Si vous voulez, je vais répondre à tout ça à la fin, parce que je pense que ça va concerner pas mal tous les voyages. Donc, je reviendrai là-dessus sans problème. Katmandou, Bhaktapur, je vous en ai parlé, mais que très peu. Katmandou, c'est quand on est quand même dans une cité, une ancienne cité Newari. Donc là, on est un peu plus disons qu'on est au centre du Népal. Puis on est dans une région qui est majoritairement hindoue, donc de religion vraiment hindouiste.
Puis c'est un peu ça là au Népal. Il y a vraiment une grande majorité d'hindous. Et ensuite vient le bouddhisme de type tibétain. Et après, il y a énormément de religions animistes également. Il y a à peu près 100, 120 ethnies représentées au Népal. C'est quand même énorme. Puis avec autant de langues et de dialectes qu'il peut y avoir de nuances dans chacune de ces ethnies-là. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, la religion hindouiste est vraiment la grande majoritaire, puis elle est souvent très représentée justement dans la vallée de Katmandou par l'architecture qui est magnifique, justement l'architecture des Wari, qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans les temples. Et donc là, par exemple, c'est Bhaktapur, comme je vous disais, Katmandou, c'est quand même une grosse ville. Ça bouge beaucoup, c'est bruyant, c'est très intense. Donc on préfère se garder Katmandou toujours à la fin de nos voyages. Donc quand vous terminez votre trek, on revient à Katmandou et là, bah, vous aurez le temps aussi de les petits souvenirs, etc. Mais à notre arrivée, on adore être à Bhaktapur. C'est une des cités justement qui est proche de Katmandou. Et, euh, et ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça super agréable parce qu'on peut vraiment déambuler dans les rues. C'est beaucoup plus calme. Il y a des superbes temples aussi, le Nyatapola qu'on va voir, je pense, sur la prochaine slide, qui est un des plus hauts temples finalement qu'on retrouve au Népal. Malgré le séisme qu'il y a eu en 2015, évidemment, il y a eu beaucoup de dégâts, mais il y a quand même eu des temples comme le Nyatapola qui a survécu en tout cas au séisme. Donc c'est vraiment magnifique. Là, on voit vraiment l'architecture typique qu'on retrouve dans la vallée. Alors, si vous aimez ça, là, vraiment, en tout cas, c'est une ville qui a parfois une allure même un peu moyenâgeuse, je trouve, parce que c'est ça, tout est en bois. Même à ça, les gens sont très pratiquants, donc il y a énormément d'odeurs, de couleurs. Bref, c'est vraiment très très charmant, c'est super agréable de s'y balader, en tout cas pour une première arrivée. Donc on prend le temps. Puis à la fin, là justement, on a Katmandou, Pashupatinath, puis le temple de Swayambhunath. Ce qui est aussi fascinant, c'est que ça fait plus de 2000 ans que les bouddhistes et les hindouistes vivent vraiment côte à côte, qui partagent les mêmes lieux et ils partagent même parfois les mêmes temples. Donc un temple peut autant être un temple vénéré par des hindous que par des bouddhistes, ce qui est quand même assez unique. Donc il y a plein d'histoires, plein de choses à raconter quand on est justement dans les villes. Au début et à la fin. Parce qu'après, quand on part en trek, souvent on est dans un environnement qui est majoritairement bouddhiste. Et donc, on change complètement de décor, complètement d'architecture et même de culture, de langue. Donc, c'est complètement différent. Justement, je pense que j'avais ma prochaine, c'était une petite carte. Ça, c'était juste pour vous représenter un petit peu les grandes ethnies majoritaires qu'on retrouve. Évidemment, il y a les Sherpas qu'on retrouve beaucoup plus au nord, là, dans la chaîne himalayenne, avec qui on va être beaucoup en contact, même la grande majorité dans nos équipes locales, ça va être Sherpa, voire Tamang. Aussi, on passe par des villages Gurung dans certains itinéraires. Comme je vous disais, il y avait les Nimbu, Rai également. Newar, là, dans la vallée de Katmandou, beaucoup. Mais bref, ils sont très représentés. Alors, notre itinéraire, l'Everest par le pays Sherpa et la vallée de Tamé. Celui-là, c'est un voyage qu'on considère quand même soutenu et exigeant également parce que c'est un long voyage et c'est à mon sens aussi un des voyages les plus complets qu'on peut retrouver. En tout cas, si vous avez le goût de voir l'Everest, c'est ça. Comment se choisir un trek en Himalaya quand il y en a vraiment beaucoup? Ça va dépendre un petit peu ce que vous recherchez dans votre trek. Est-ce que c'est juste pour aller marcher longtemps? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose en tête? Est-ce que vous voulez voir l'Everest? Est-ce qu'au début, c'était peut-être le camp de base de l'Everest qui vous appelait? En tout cas, si c'était ça votre idée, ben moi je vous emmène là, dans la vallée de Tané. Plutôt que de faire le camp de base, laissez la vallée du Khumbu à ceux qui veulent faire les chemins classiques puis se retrouver avec des wagons sans fin de randonneurs. Il y a une autre vallée qui est vraiment parallèle, beaucoup plus en marge. La fréquentation n'est même pas comparable à ce qu'on peut retrouver dans la vallée de l'Everest, du Khumbu. Et pourtant, les vues sont magnifiques. On peut avoir tout autant de belles vues sur l'Everest, voire plus en passant par le col justement du Rangeau. Pourquoi on a proposé des voyages aussi longs aussi en Himalaya? J'aimerais insister là-dessus. Parce que c'est vrai que nos voyages sont longs. Autant en Inde qu'au Népal, c'est quand même des voyages souvent de 24, 25, 26 jours au total, de Montréal à Montréal.
C'est vraiment un choix volontaire, assumé. Puis j'ai encore vraiment, je défends encore beaucoup cette façon de voyager-là. Parce que je trouve que c'est une des meilleures régions du monde pour prendre ce temps-là. C'est pas donné à tout le monde, je le sais, de partir aussi longtemps. C'est sûr que ça a un coût, autant en temps qu'en argent, on s'entend. Mais l'Himalaya, ça se vit vraiment de cette façon-là. Il faut arriver à décrocher puis à marcher au moins 15 jours là, consécutifs. Si on veut vraiment vivre l'Himalaya puis avoir quand même un bel aperçu, parce que l'Himalaya, c'est pas juste les hautes montagnes, c'est justement les basses vallées aussi qui sont incroyables et qui permettent vraiment d'avoir une diversité de paysages et d'être en contact aussi avec plein de gens qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement l'occasion de croiser quand on va juste focuser sur les montagnes, les montagnes, les montagnes. Donc non, on a vraiment décidé de faire des voyages longs, de prendre notre temps, mais de vraiment avoir une expérience complète en Himalaya. Donc cet itinéraire-là, bah, c'est vraiment ça. Parce que le pays Sherpa, en fait, on commence dans le pays Sherpa, qui est une vallée qui est un petit peu plus au sud de la vallée de l'Everest. Et en fait, c'est une région, je vous parlais de Babou Shiri Sherpa au début, il a grandi ici. Tandy, notre guide aussi, a grandi. En fait, il y a énormément de notre équipe locale qui est natif, qui est originaire de la vallée dans le pays Sherpa, disons, de tous ces petits villages-là. Ce qui fait qu'on a une super bonne connaissance de cette vallée-là. On y va depuis en fait vraiment longtemps. Et à chaque fois, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de super intéressant d'aller là, parce que premièrement, il n'y a pas personne qui va sur ces sentiers-là. C'est complètement en marge de ce qui existe. Donc ça en fait vraiment des itinéraires où on est tout seul. On marche de village en village tout du long. Et en même temps, bah, c'est ponctué de monastères, de petites cérémonies justement où on est reçu en tant qu'invité. On peut aller voir, là, il y a la maman de Tendi qui vient parfois nous voir le matin pour nous servir un thé. On va dormir justement aussi dans la cour de l'école dont je vous parlais au début, qui avait été construite grâce à la fondation de Babou Chiri. Ben, on va dormir toujours dans la cour de l'école. Donc quand on a de la chance, on croise même les élèves et le professeur. Donc on va manger dans les classes de l'école. Bref, ça donne vraiment des moments, je trouve, qui sont uniques. Et en même temps, bah, ça donne des paysages vraiment auxquels on s'attend pas. Parce que au Népal, c'est aussi ça, c'est des bananeraies, c'est vraiment des forêts quand même assez denses. Un côté très très verdoyant, des cultures en terrasse. Il y a tout le volet justement agricole qui est quand même super intéressant aussi. Et donc, puis mine de rien, c'est quand même, je veux dire, c'est pas parce que c'est en basse vallée que c'est plus relax. Et là, je vais grossir ça, mais disons qu'on peut passer une semaine dans le pays Sherpa. C'est sûr que l'altitude est super raisonnable, on va être entre 2000 et 3000 mètres, mais on va quand même avoir des bons dénivelés quotidiens. Parce que c'est clair qu'en Himalaya, peu importe où vous allez, il n'y aura jamais rien de plat. Vous allez monter et descendre. Vous allez avoir des mollets affûtés à la fin de voyage garantie. Mais donc le pays Sherpa, c'est ça, là. On va vraiment passer d'une vallée à l'autre pour aller découvrir tout cet environnement-là, puis ces petits villages qu'on connaît bien. Et donc, on peut voir des bananeraies, puis des paysages de montagnes enneigées plus loin, ce qui est franchement super agréable. Justement, la petite école dont je vous parlais, dans laquelle on dort et on reste une nuit au cours de l'itinéraire. Donc, c'est toujours un petit moment fort quand même, assez sympathique. Puis au fur et à mesure qu'on va monter, bah, les paysages vont commencer aussi à changer. On a, je sais plus qu'est-ce que j'avais. Ah oui, pour les nuits. C'est ça aussi dont je voulais vous parler. Au niveau des nuits sur cet itinéraire-là en particulier, bah, ça va être un beau mix entre lodge, nuit en lodge, rustique, là on parle de lodge au Népal, et de camping. Donc en camping, même chose, on apporte tout notre stock, là ça reste super confortable. Souvent, on va même dormir dans la cour de certains lodges. Parfois, on peut se demander, mais pourquoi juste pas dormir en lodge tout simplement? C'est qu'il y a certains lodges quand même qui sont très sommaires, dans lesquels parfois c'est petit, assez exigu, parfois même un peu humide. Donc on préfère quand même avoir notre confort en tente, mais profiter de la chaleur des lodges, par exemple, pour aller manger le soir, se réchauffer autour d'un poêle à bois. Puis parfois, il y a des petites douches qui peuvent aussi atteindre certains voyageurs qui sont quand même assez agréables. Donc, ça se peut parfois qu'on dorme dans la cour de lodge, parfois on va être dans des campements aussi beaucoup plus isolés, et parfois quand il y a des lodges quand même assez sympathiques, bah, on va aller dormir aussi en lodge. Donc on a une belle diversité, ce qui offre quand même, bah, c'est ça, une diversité dans le confort tout au long de cet itinéraire que je trouve quand même assez appréciable.
Là, quand je vous parlais justement de culture en terrasse, là, c'est vraiment typiquement le genre de beaux paysages qu'on a. Les fameux ponts qu'on va traverser plusieurs fois au Népal, ça fait partie du quotidien, du décor qu'on a. Les monastères, justement, même chose. En fait, quand je vous disais là, qu'on peut vraiment en croiser plusieurs, on en a autant dans le pays Sherpa que dans la vallée de Tamé, qui sont franchement magnifiques. Et moi, une des choses que j'aime le plus, bah, c'est la chance qu'on peut avoir d'assister à certaines cérémonies. On n'y va pas dans une optique, ou en tout cas dans une démarche folklorique. Tu sais, c'est vraiment pas le but. On veut pas rendre ça folklorique. Tu sais, c'est vraiment pas notre démarche là. On veut pas vous amener pour observer des moines, en tout cas prier. C'est pas ça du tout l'idée. C'est que vraiment, en tout cas, quand on est reçu dans ces monastères-là pour assister à des cérémonies, on est vraiment reçu en tant qu'invité et ça leur fait vraiment plaisir. Parfois, ils peuvent même donner des cérémonies. Par exemple, pour le Mérapik, on reçoit toujours une cérémonie avant notre ascension, parce que c'est vraiment c'est pour nous porter aussi bonheur, disons. Donc, ça fait vraiment partie des choses qu'on aime, on aime pouvoir apporter, en tout cas, cette touche-là à nos voyages. Et puis, bah, à force de nous voir aussi, puis on connaît très bien les gens là. Pendant longtemps, on a dormi même dans la cour d'un monastère, ce qui fait qu'on a quand même des beaux liens avec toutes ces personnes-là. Puis c'est drôle parce que il y a des moines, parfois on devient moine en étant très jeune. La première fois que je suis allée au Népal, il y a un jeune moine qui venait tout juste, en tout cas ça faisait pas longtemps, qui venait d'accéder à son nouveau rôle, il devait avoir 7 ou 8 ans. Puis je l'ai revu l'année dernière, donc on voit grandir aussi les gens qu'on rencontre. C'est assez marquant. Ensuite, on va monter, puis là, on va rejoindre la vallée de Tamé. La vallée du Khumbu, normalement la plus touristique, là, c'est vraiment celle-ci pour aller rejoindre le camp de base de l'Everest. Ben, nous, on va aller dans ce coin-là. Et c'est vraiment une sacrée différence. La vallée de Tamé, bon, maintenant, ça doit faire quand même une petite quinzaine d'années, voire un petit peu plus que c'est ouvert au tourisme. Mais dans l'histoire du Népal, c'est quand même relativement récent. Donc, ça en fait une vallée qui est quand même assez peu fréquentée, mais qui nous offre quand même malgré tout des superbes paysages, là, puis des villages complètement perdus. Là, typiquement, les matins qu'on aime bien, justement, où on a dormi dans la cour, on peut sortir tout notre nécessaire de camping pour profiter du soleil. On n'est pas pris à manger dedans, dans les lodges, là, on peut vraiment profiter du dehors et c'est super agréable. Et bah, là, par exemple, dans un autre lodge, on profite quand il fait un peu froid dehors, du poêle à bois. Donc, typiquement, là, ouais, ça fait partie du quotidien. On a, comme je disais au début, là, ce que j'aime dans cet itinéraire, c'est que c'est la diversité des paysages. Parce qu'au plus on va monter, là, une fois qu'on va passer le 3500, 4000 mètres, ben, on va vraiment être dans un environnement de montagne. Donc là, on a laissé derrière nous les basses vallées, disons, pour aller monter progressivement et rejoindre notre point culminant qui est le col du Renjo, que je vais vous présenter sous peu. Mais donc, plus on monte, puis plus on va vraiment avoir une culture, une histoire aussi. On va rentrer un petit peu plus dans l'histoire de l'alpinisme, des grands noms qui ont marqué justement l'histoire, les grandes ascensions. On revient quand même à travers tout ça dans l'itinéraire, ce qui fait que je trouve qu'on rentre dans un autre esprit qui est quand même ouais, assez intéressant. En tout cas, pour ceux qui aiment ce volet-là, là, c'est vraiment quelque chose. Encore une fois, là, c'est le genre de sentier qu'on peut avoir pour aller rejoindre, disons, la base de notre camp de base pour rejoindre le col du Renjo. Là, par exemple, on va dormir souvent dans la cour même d'un éleveur de yaks. Donc, on va être entouré de yaks pendant 1 ou 2 nuits. C'est pas rare qu'à partir d'une certaine altitude aussi, on reste 2 nuits au même endroit. Ce qui nous permet souvent de faire des journées d'acclimatation, là, d'aller pousser un petit peu plus et de redescendre, de dormir un petit peu plus bas ou de se reposer si on a besoin de se reposer. Mais on va avoir souvent 2 nuits au même endroit à une certaine altitude, ce qui en fait quand même justement une progression très confortable.
Et bah là, par exemple, on a aussi des campements qui vont être beaucoup plus isolés. Donc là, c'est vraiment cool parce qu'on est en complète autonomie avec notre équipe. On a la grande tente pour prendre les repas tous ensemble le soir, les temps de toilette. On est vraiment avec seulement notre équipe. Puis moi, en tout cas, c'est ce que je préfère là, dans ce genre d'itinéraire, c'est vraiment avoir cette notion de d'isolement, d'autonomie, de haute montagne qu'on va retrouver quelquefois. Et le col du Renjo, le fameux col du Renjo, qui est selon moi un des plus spectaculaires parce que quand on arrive en haut, ben là vous allez avoir bam, le grand, tous les grands qui sont là, l'Everest en plein milieu, on a le Choyu, le Makalu justement qu'on voit un petit peu plus au loin. Bref, ils sont pas mal là. On a le troisième lac de Gokyo aussi en contrebas, qui est un lac glaciaire vraiment d'un bleu magnifique. Puis plus loin dans la vallée, on a le quatrième, cinquième, sixième lac également. Puis ça, en général, c'est des lacs qui sont complètement oubliés. Et là, je vous ai pas dit, mais le col, il est à 5400 mètres. Donc à 5400 mètres, là, ça va être notre point culminant du voyage. C'est quand même une belle ascension. On a dormi au pied du col la veille à 4900, puis après, on s'en va découvrir la vallée glaciaire de Gokyo. Donc là, on s'en va pour aller chercher les lacs, les fameux cinquième, sixième lacs. Puis on va toujours être autour de 5000 mètres. Là, ici, ce qu'on voit en contrebas, c'est le petit village de Gokyo. C'est vraiment, en fait, c'est pas vraiment un village, c'est plus un village de lodge, parce que c'est vraiment pour accueillir les voyageurs soit qui vont faire l'ascension ou qui en reviennent. Donc, c'est vraiment quand même assez spécial. Le Choyu, et donc quand on va justement en direction des lacs, bah là on a aussi le Choyu qui est en plein devant nous, qui est vraiment assez massif et spectaculaire. Et les lacs, en fait, encore une fois, la plupart du monde n'y vont pas ou peu, ou alors s'ils y vont, ils vont vraiment juste s'arrêter peut-être au quatrième ou peut-être au cinquième lac, parce qu'après ils reviennent souvent à Gokyo pour dormir en lodge. C'est rare quand même les équipes qui sont en complète autonomie avec leur campement. Et c'est aussi pour ça qu'on maintient le camping sur cet itinéraire et qu'on aime ça alterner, parce que justement, ça peut nous permettre d'aller chercher, de dormir au pied de ces lacs-là. Et ce qui nous offre, selon moi, un des campements les plus spectaculaires de notre itinéraire, c'est vraiment de dormir au pied de ce sixième lac qu'on avait vu précédemment là, et avec des vues absolument magnifiques. Là, on a vraiment l'Everest pour nous. Donc c'est magnifique. Là, je pense que j'avais mis justement des photos. C'est sûr que là, c'est plusieurs nuits à 5000 mètres. Donc c'est tough, là, c'est quand même haut. C'est un voyage exigeant, je le rappelle. Mais ça reste une expérience assez incroyable. Si vous voulez vraiment avoir ce feeling aussi de haute montagne en restant quand même accessible, ça reste un trek, ce voyage est très très bien. Puis après, on redescend. Donc, on redescend dans la vallée, on redescend la vallée de Gokyo avant de rejoindre tranquillement Lukla, qui va être notre porte de sortie. Parce qu'à l'aller, on y va en véhicule. C'est volontaire. On préfère commencer notre trek en véhicule pour pouvoir déjà avoir une première immersion dans la diversité des paysages qu'on retrouve au Népal. S'il y a des caprices au niveau de la météo, ça ne nous bloque pas non plus à Katmandou, ça nous permet de partir. Par contre, au retour à Lukla, là, on privilégie le vol ou l'hélicoptère, selon. Ceux qui préfèrent prendre un hélicoptère peuvent le faire aussi. Mais sinon, les vols, comme ça nous permet de rentrer plus directement à Katmandou, si tout va bien, évidemment, au niveau de la météo, mais ça reste une région quand même avec une météo parfois capricieuse, mais en général, direct à Katmandou, c'est quand même un petit vol et après on profite. Alors, voilà, là j'arrive à la vallée de Tsum. Hop, le dernier voyage et après ça, je vois qu'il y a plusieurs questions. Après ça, je passe aux questions. Vallée de Tsum, ça c'est un nouveau, c'est un nouveau, oui et non. Je vais vous mettre, tiens, la petite carte ici. En fait, Vallée de Tsum, il est comme en marge. Oh, on le voit pas. Il est comme en marge, en fait, du Manaslu, qui fait partie aussi des 8000, des fameux 8000. Puis souvent, dans cette région-là, puis nous, pendant longtemps, on a proposé le tour du Manaslu. Et avant de faire le tour du Manaslu, on allait dans la vallée de Tsum pour faire quelques journées, un petit peu d'acclimatation, puis une première mise en jambe avant de partir faire le tour du Manaslu. Mais on n'a jamais exploré vraiment la vallée au complet, comme on l'a fait aujourd'hui. Le tour du Manaslu, c'est pas dit qu'on le repropose pas un jour là. Là, je vous ai mis une carte comme ça lambda, mais c'est pour vous montrer juste un petit peu la vallée.
Mais, euh, mais bon, ça reste qu'on peut pas réinventer là quand on fait le tour d'une montagne. En général, c'est le même itinéraire, puis tout le monde passe par le même col. Et tu sais, c'est aussi pour ça on propose plus de façon régulière ce trek. Mais par contre, moi, j'avais vraiment le goût qu'on propose un trek peut-être plus accessible, moins exigeant, avec une altitude plus raisonnable aussi pour les personnes qui veulent se tester, qui veulent pas nécessairement faire de nuit en camping non plus, parce que dans ce trek-là, on va dormir que dans des lodges. Et donc, la vallée de Tsum, j'y suis allée l'année dernière faire un repérage et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette vallée-là. Parce que quand je vous disais justement que les routes se développent de plus en plus au Népal, ben, il y a également une autre région qui est complètement encore pas du tout concernée, ben, c'est la vallée de Tsum. T'as aucune route qui traverse la vallée, tout se fait complètement à pied. Jusque quand? On ne sait pas. C'est sûr que ça va finir par se développer un jour, mais pour l'instant, c'est encore une vallée qu'on peut faire de fond en comble seulement à pied. Et c'est franchement magnifique. Parce qu'on sent qu'il y a encore un isolement très marqué. C'est vraiment proche, encore une fois là, c'est une région qui a été complètement enclavée, c'est une continuité du Tibet. Les Tsumpa, qui est l'ethnie majoritaire là dans la vallée de Tsum, parlent en fait une forme de dialecte tibétain. Ils peuvent même se comprendre avec les Tibétains aussi. Ils ont gardé au niveau de la pratique du bouddhisme tibétain, mais vraiment d'une façon un petit peu plus stricte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune en tout cas, on mange, c'est une alimentation végétarienne dans la vallée. Donc, on tue pas d'animaux, c'est interdit, c'est sacré dans la vallée de Tsum, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs, là, dans d'autres vallées au Népal, mais dans la vallée de Tsum, ils ont vraiment conservé ça. Donc, il y a vraiment une culture qui est encore très, très forte, très riche, et vraiment, ça donne une ambiance très unique, je trouve, au voyage, même de par les paysages. Je trouve qu'il n'y a rien à voir avec tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, bon, normalement, la Manaslu, disons il est par là-bas. Et nous, vallée de Tsum, on va vraiment aller de fond en comble dans la vallée. Là, on croirait qu'il n'y a qu'un seul chemin, mais ce qui est le fun dans la vallée, c'est qu'elle est très large et il y a autant des sentiers d'un versant, d'un bord comme de l'autre. Donc, ça nous permet vraiment de pas toujours être sur le même sentier et le même chemin à l'aller au retour. On va vraiment jusqu'au fond de la vallée. Et ensuite, on va même aller dans ce petit bras ici, qui est dans la vallée du Ganesh Himal, et qui nous permet de rejoindre un superbe monastère. Et puis, je vais vous présenter ça. Bon, ça, c'était juste pour vous montrer que les routes au Népal, ça peut être ça aussi. Là, c'est vraiment un cas qui peut arriver dans certains sentiers, là. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Au Népal, Ladakh, je vous disais que la meilleure saison, là, ils sont assez protégés des moussons, mais c'est l'été. Au Népal, on va y aller au printemps et à l'automne. Parce que l'été, eux, ils se font complètement ramasser par la mousson, là, disons, de mi-mai jusque fin septembre. C'est vraiment la période de mousson, puis il y a quand même des pluies assez importantes. Donc, on privilégie souvent les mois de octobre, novembre, puis ensuite, surtout mars, avril. C'est pas mal l'idéal pour cette saison-là. Mais donc, bref, on y va en trek, on y va en jeep, je veux dire, pour rejoindre notre trek. Et au retour, je vous en parle après, en fait. Il peut faire chaud quand on commence dans la vallée de Tsum parce que les autres voyages, là, on commence toujours un petit peu plus haut, mais dans la vallée de Tsum, on va commencer relativement bas. On va être autour de peut-être 500 mètres, même pas là, de 500 mètres d'altitude. Donc, il peut faire vraiment très chaud la première journée quand on arrive. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu de la saison à laquelle on y va. Mais en gros, il peut faire chaud. Plus on va monter, plus ça va être agréable. On va pas toujours rester à 500 mètres, sachant qu'on commence le trek à 500 mètres. Mais après, quand on est dans la vallée, on va toujours être entre 3000 et 4000 mètres. Donc, on est quand même dans des altitudes très, très agréables, mais tout à fait raisonnables aussi. Donc justement, ça c'est la porte d'entrée quand on arrive, qu'on quitte complètement les routes et les sentiers là. Ici, on voit justement, ça c'est plus des sentiers qui vont nous amener en direction du Manaslu. Et nous, on part par là. Ce que j'ai trouvé, comme je le disais, vraiment fascinant, c'est qu'il n'y a pas de route. On voit vraiment tout se fait à pied d'un village à l'autre. C'est une vallée qui est habitée, qui est cultivée. Puis en tout cas, quand je vous parlais d'un peu d'ambiance moyenâgeuse à Bhaktapur, c'est aussi vraiment un sentiment que j'ai retrouvé beaucoup parfois dans la vallée de Tsum. Parce que c'est une vallée qui s'est pas ouverte il y a si longtemps que ça au tourisme, qui a été encore protégée
à protéger, qui n'a pas encore vécu le développement touristique comme d'autres vallées. Et donc, il n'y a pas tant de choix d'hébergement que ça. Il y a quelques lodges qui sont franchement beaucoup plus confortables que ce que j'avais imaginé. Donc c'est parfait là, pour pouvoir justement marcher de village en village. Et en même temps, ça reste quand même une fréquentation assez limitée. Donc, on se sent quand même souvent assez seul et dans des villages, vraiment une architecture encore très différente qu'on retrouve ailleurs. Là, c'est beaucoup d'hébergements en pierre, parfois des petits chalets en bois. Là, justement, je pense que j'en avais un. Ça, c'est vraiment un lodge que j'avais trouvé magnifique, là, avec justement des chambres en soirée dans un petit chalet suisse quasiment. Là, c'est quand même assez sympathique. Et malgré tout, là, même si on commence relativement bas, alors c'est sûr que on passe par plusieurs contrastes et plusieurs environnements. Là, on passe par beaucoup de forêts, des grandes étendues, et plus on monte après ça, on a le volet montagne, mais on a toujours des montagnes présentes. C'est pas parce qu'on est plus bas dans les vallées qu'on voit pas les montagnes. On est quand même entouré de 6 000, 7 000 mètres de sommets enneigés, donc on a quand même évidemment on va en Himalaya, on va voir des montagnes, c'est sûr. Donc elles sont là, on les voit quand même, mais on a vraiment une diversité dans le paysage qui est assez magnifique. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, là, par exemple, c'est vraiment des petits villages qu'on croise en direction de Nilé pour aller un peu plus au fond de la vallée. Là, quand on est autour de 3 000 mètres, on est à cet endroit-ci. Et en fait, c'est assez spectaculaire parce que là, on se sent vraiment tout seul. Quand on marche dans le fond de la vallée, on va rejoindre un ancien monastère, le Mugompa, qui est vraiment au bout de la vallée. Puis là, c'est drôle parce qu'on voit dans les montagnes les anciens sentiers qui menaient justement jusqu'au Tibet, où les commerçants venaient échanger, vendre leurs biens. Aujourd'hui, ces sentiers-là en fait, on peut plus passer la frontière de cette façon-là, c'est fermé, mais ça s'est fermé il y a peut-être une vingtaine d'années, 30 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, c'était encore possible. Donc, on va explorer vraiment le bout de vallée. Ce qui est fun dans cet itinéraire aussi, c'est qu'on va dormir dans des monastères. On dort dans des lodges, mais il y a 2 monastères, dont celui-ci, le Mugompa, dans lequel on va pouvoir dormir. C'est assez rustique, mais je trouve que l'expérience est franchement unique parce qu'on y reste une nuit, puis ça nous permet vraiment de vivre le lieu, de pouvoir assister certainement à des cérémonies aussi. Il y a quand même quelque chose de très spirituel dans ce trek qui est super intéressant. Et ensuite, quand on va rejoindre la vallée du Ganesh Himal, là, quand je vous disais le petit bras en bas là, dans lequel on va explorer aussi, ben, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Parce que Ganesh Himal, là, c'est un ensemble de quatre, c'est un massif là, avec un ensemble de 4 sommets qui dépassent les 7 000 mètres. Et c'est vraiment superbe. On va rejoindre le monastère qu'on trouve ici, là, le monastère de Gumba Lungdang, et qui se trouve à peu près à 3 600, 3 700 mètres d'altitude, qui est en fait habité par des nonnes. Pas toute l'année. En fait, si, à longueur d'année, c'est juste elles y vont un peu à tour de rôle. Et elles ont vraiment quelques chambres. Elles ont peut-être, dans mes souvenirs, 8 chambres pour pouvoir accueillir des voyageurs. Et ça donne un endroit, on est vraiment perché dans les montagnes, il n'y a absolument rien autour, il y a juste le monastère. Et ça nous donne vraiment l'occasion de pouvoir aller faire des superbes randonnées aussi, d'aller explorer un petit peu plus loin la vallée, de pouvoir peut-être approcher le camp de base du Ganesh Himal, donc, qui est autour de 4 200 mètres. Donc ça laisse quand même vraiment beaucoup de belles perspectives et aussi de moments de partage quand on est dans cet endroit-là. Là, j'avais trouvé ça vraiment magnifique. Donc là, c'est plus un trek en tout et pour tout. Là, c'est 13 jours de marche, donc qui est un petit peu plus raisonnable aussi au niveau de l'altitude. Et comme je disais, il n'y a pas de nuit en camping. Donc ce qui fait que c'est un super voyage. J'ai pas parlé des départs là, mais on a un départ en octobre qui est confirmé pour celui-ci. Et sinon, Vallée de Tamé, là, juste avant, on a aussi un départ qui est en octobre-novembre en cours de confirmation. Donc ça part cet automne. C'est une super belle période. À la fin de notre itinéraire de la vallée de Tsum, on va terminer à Pokhara, qui est une superbe petite ville. En fait, on a quand même un petit transfert en jeep là, pour aller rejoindre Pokhara. Mais on se disait que ça pouvait vraiment bien terminer le voyage parce qu'on est au bord du lac Fewa, qui est un superbe, gigantesque lac au pied d'autres montagnes. On est plus proche du massif des Annapurna, par exemple, quand on est dans ce coin-là. Et ça nous permet également, puis il y a comme une petite vibe, je veux dire, dans les années 70, là, 80, un petit peu.
avec beaucoup de centres de yoga, de retraite, etc. Il y a depuis énormément de très bons restaurants aussi qu'on peut retrouver. Bref, il y a une petite vibe qu'on retrouve à Pokhara qui est franchement sympathique pour terminer le trek de façon un peu plus relaxe. Donc on termine ici 1 ou 2 nuits dans mes souvenirs là pour profiter un peu de l'endroit, un petit retour à la civilisation avant de prendre un vol interne qui va nous ramener à Katmandou pour terminer notre séjour. Donc là, c'était voilà, quelques photos. Puis je pense que ça a clôturé ma présentation. Je prends une gorgée avant de répondre à votre question. Déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Il y avait quand même beaucoup d'informations. J'y vais. Je vois qu'il y a plusieurs questions de Emeric. Alors, la taille des groupes. En général, nos groupes sont de 6 à 12 personnes maximum. Donc, on reste dans cette taille-là. Euh, Compte tenu des altitudes, comment vous assurez-vous des capacités physiques des clients qui s'inscrivent? Ça, c'est une bonne question. Pour tous nos voyageurs, c'est pas possible de vous inscrire directement sur notre site internet. En fait, vous pouvez pas le faire en ligne. Vous devez absolument nous parler. Donc, il faut nous appeler. Puis nous, au téléphone, comme je vous disais, on guide aussi. Ce qui fait qu'on sait souvent un peu comment orienter les voyageurs. On sait poser les bonnes questions. On va forcément vous demander un petit peu, c'est quoi, d'où est-ce que vous partez? Qu'est-ce que vous faites comme randonnée? C'était quoi soit votre dernier voyage, vos dernières randos? Puis de là, on va vraiment pouvoir bien évaluer votre niveau et vous orienter. Ça nous est déjà arrivé de refuser des personnes sur certains itinéraires ou de leur conseiller peut-être de reporter d'1 année leur projet pour avoir vraiment bien le temps de s'entraîner. Après ça, il y a une fiche d'inscription qu'on vous envoie, puis dans la fiche, là, on vient vraiment resserrer pour tout le volet médical, s'il y a des choses précises peut-être à connaître, à savoir, puis évidemment, ça vient compléter aussi les informations de ce que vous avez déjà fait dans le passé, etc. Donc ça, c'est obligatoire, c'est de nous parler toujours. Euh, Par la suite, une fois que vous êtes inscrit, là, qu'on a validé votre inscription et tout, on fait toujours aussi des rencontres pré-départ de groupe avant le voyage. Ça vous permet de rencontrer votre guide. On revient sur tout ce qui est matériel, etc. Vous allez rencontrer les autres participants aussi. Ça vous permet d'avoir un premier lien, un premier contact. Et vous allez toujours aussi avoir des rencontres avec votre guide. Ça vous permet de vraiment vous rassurer aussi avant le voyage. Recommandez-vous de réaliser un test en hypoxie pour les randonneurs pour ce qui est la première fois à ces altitudes? Pas nécessairement de faire un test en hypoxie parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on recommande de faire à nos voyageurs. C'est sûr que si on n'a pas de première expérience en altitude, bon, on le sait pas. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous nos itinéraires sont vraiment pensés et faits pour y aller hyper progressivement. Et d'autant plus en Himalaya. Quand je vous disais qu'on prenait notre temps et que pourquoi on faisait des voyages longs, c'est surtout pour ça aussi. C'est vraiment pour se donner la chance de bien faire les choses, de pas rusher sur les sentiers. Donc, c'est pas rare que parfois, en fait, dans plusieurs itinéraires, on va vraiment rester 2 nuits au même endroit pour se donner la chance de bien s'adapter, bien s'acclimater. Donc, en général, ça se passe très bien. On part toujours avec notre système de sécurité aussi. On a toujours des bouteilles d'oxygène, on a un caisson hyperbar avec nous. Au quotidien, il y a les prises de saturation, etc. Ce qui nous permet vraiment d'avoir quand même un suivi très serré, très, très, très régulier pour tous nos voyageurs sur place. Non, vraiment pas de stress avec ça avant de partir si vous avez jamais eu d'expérience en altitude, parce que de toute façon, chaque voyage est différent, chaque personne est différente d'un voyage à l'autre. Donc vraiment, aucun stress avec ça, on vous encadre vraiment bien. Ah bah, ça répond à la question d'après, je pense. Avez-vous prévu votre trajet en fonction de l'acclimatation? Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Autant que ce soit au Ladakh, Zanskar, que là au Népal, tous nos voyages sont vraiment pensés pour avoir une acclimatation optimale. Un enfant de 12 ans. Alors ça va être une question, ça va être un peu, ça va dépendre. La question c'est oui, non. Normalement, nos groupes sont des groupes adultes. C'est quand on parle de groupes réguliers, c'est des groupes adultes. Euh, On peut faire des voyages privatifs aussi. Par exemple, il y a vraiment une possibilité de privatiser ou de faire du sur-mesure pour nos voyages au Népal. Pas au Ladakh encore, mais pour le Népal, c'est possible. Et là, on pourrait très bien faire des groupes avec des enfants. J'ai eu un jeune de 14 ans l'année dernière, super en forme, qui a vraiment super bien fait ça là.
12 ans, ça pourrait être une possibilité en justement en ajustant. Faudrait qu'on se parle pour vraiment le choix d'itinéraire, parce que tous les voyages seraient pas appropriés ou adaptés, mais on pourrait tout à fait proposer même d'autres vallées que je vous ai pas présentées ce soir, mais qu'on propose de façon sur mesure ou en liberté. Et ça pourrait tout à fait être adapté justement pour des plus jeunes. Donc ça pourrait être une option, mais juste appelez-nous puis on se parle des possibilités. L'équipement, bah nous, l'équipement qu'on fournit quand on est en campement, on fournit les tentes, on fournit les tentes douches également, tout l'équipement, le matériel commun. Dans le fond, souvent, ce que vous avez besoin d'apporter, vous, ça va être votre sac de couchage, votre matelas de sol, un petit... Bah, oreiller, on en a. Mais donc, en gros, sac de couchage, matelas de sol, après c'est vos affaires personnelles. Le reste des bagages, là, vous mettez ça dans une poche souple et c'est porté par des porteurs ou des yaks là, ou des chevaux, ça dépend, mais ça va être porté. Vous, la journée, vous portez juste votre sac à dos de jour, donc un 30-40 litres avec votre nécessaire de la journée. Le reste, vous le retrouvez le soir en arrivant à votre campement ou au lodge. Donc c'est pas mal, ouais, c'est pas mal ça. Hop, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que ça faisait le tour. En tout cas, c'est le moment si jamais il y a d'autres choses. Vraiment, sur notre site, il y a plein d'informations. Vous pouvez télécharger aussi les carnets descriptifs de chaque voyage. Puis, encore une fois, si vous êtes proche de Montréal, passez nous voir. On peut regarder ça autour d'une carte. Puis, ça me fera plaisir de vous en parler. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde une fois. Si, les prix. Alors les prix, ça va vraiment être variable en fonction des voyages, parce qu'il y en a qui vont avoir une complexité de logistique qui font nécessairement augmenter les prix. Disons que la fourchette de prix va être entre 6 000 et 8 000 en moyenne dans nos voyages. Mais encore une fois, sur notre site internet, vous allez avoir tous les détails là pour chaque voyage avec les prix. Et ouais, dans toutes les inclusions, ça sera indiqué. Alors voilà, en tout cas, je vous laisse 1 ou 2 minutes là, si jamais il y a autre chose, mais sinon, merci pour votre présence et au plaisir de se reparler. Ah, et merci Karen.